Dans cette interview, je reçois Alexandre, directeur du business développement chez SHL. Il a accepté de nous expliquer comment il fait pour transformer en commande 50% de ses opportunités qualifiées. Il nous a déjà partagé ses méthodes pour prioriser ses deals, pour se démarquer lors de la phase de découverte, et il va maintenant nous expliquer en quoi c'est important de répondre aux deals qui matchent le plus avec nos avantages compétitifs, et de savoir se retirer des autres. D'accord, et ça t'est déjà arrivé du coup ? Ça m'est déjà arrivé. C'est pas évident, sachant que c'est le moment où tu fais un choix. C'est-à-dire, soit tu te dis, la montagne, elle est trop haute, je vais me concentrer sur des opportunités où j'ai des clients qui sont plus sensibles aux avantages de ma solution. Mais voilà, dans certains cas, tu peux te dire, il y a peut-être d'autres éléments qui vont me faire penser que ça vaut le coup d'y aller. Donc moi, ça m'est arrivé une fois, j'étais dans les solutions ressources humaines, et on a vu un client qui disait, je veux dématérialiser les entretiens annuels. Moi, j'avais pas la meilleure solution là-dedans. Moi, j'avais une solution qui était plutôt très, très forte sur la partie gestion de la rémunération. Ce qu'on appelle de l'augmentation annuelle des salaires, de la partie variable des salaires, etc. Sachant que tout ça, que ce soit les entretiens annuels ou la rémunération, ce sont plusieurs facettes d'une suite de logiciels ressources humaines. Et donc, je savais que si je disais aux clients, oui, j'ai une solution pour dématérialiser les entretiens annuels, je peux vous la présenter, etc., je savais que c'était paumé. Enfin, je partais déjà avec un handicap, je savais que ça allait être compliqué. Donc, le premier rendez-vous, plutôt que de poser des questions sur comment vous voulez dématérialiser les entretiens annuels, je suis allé là-bas en leur présentant pourquoi ils devaient commencer leur projet par la partie rémunération. Il s'avérait que c'était une société qui était extrêmement internationale, notamment pour sa taille, et donc il y avait des problématiques très complexes de rémunération, parce qu'à chaque fois c'est une différence dans chaque pays, et donc ils travaillent beaucoup avec des expats, donc des problématiques complexes d'expatriés à gérer, et ça en termes de gestion administrative et gestion salariale, c'est un peu compliqué. Donc là, voilà, par mon expérience, je savais que potentiellement je pouvais toucher quelque chose, et puis je savais par la presse qu'ils rachetaient en permanence des usines, donc ça allait pas s'arrêter. Après, j'ai recoupé avec des partenaires, donc des gens qui bossaient déjà avec cette boîte. J'ai eu la chance aussi de trouver dans ma boîte, ça c'est grâce à LinkedIn, une personne qui avait bossé chez mon concurrent et qui a pu aussi me donner des infos. Voilà, en fomentant tout ça, je me suis dit, on peut essayer de changer le besoin du client de passer des entretiens annuels à la rémunération en levant en particulier ce point des expatriés et que ça va lisser la gestion des expatriés. Surtout que les expatriés, ça fait partie des employés les plus importants de la boîte, qui sont les postes clés dans l'entreprise. Donc, ce que je leur ai proposé, c'est faites un quick win sur vos employés les plus importants et comme ça, eux deviendront les sponsors de votre projet pour après dématérialiser les entretiens annuels. C'était pas de leur dire, vous bourrez, faites pas les entretiens annuels, mais de dire, faites-le dans un second temps. C'est dans le domaine RH, mais ça n'a rien à voir. Tout à fait. En fait, le projet global de cette entreprise, c'était de commencer à structurer sa direction des ressources humaines. Pour ça, elle voulait s'équiper d'une suite de logiciels qui, de toute façon, à terme, allaient couvrir entretien annuel, rémunération, mais aussi gestion des objectifs, formation, recrutement, etc. Il faut être réaliste aussi. Quelqu'un qui veut manger une banane, tu ne vas pas lui faire manger un pâté en croûte. Ça reste dans la même logique des choses, c'est plutôt leur dire, on garde votre projet, je vous conseille de le commencer par là, parce que vous allez gagner de l'engagement autour du projet, ça va être encore plus facile de faire ce que vous avez vraiment envie de faire. Alors que sinon, si vous commencez sur un projet dont les liens sont plus obscurs et qui ne concernent pas le top 300 de la boîte, ça va être plus difficile pour vous d'embarquer. D'accord. Leur vrai objectif, c'était pas forcément de commencer par l'entretien annuel, mais c'était de commencer à déployer leur solution avec éventuellement cette brique, mais ça pouvait être une autre. Et toi, tu as identifié ça et donc tu as ramené en fait le début, le pied dans la porte, entre guillemets, sur ce que tu savais faire de mieux. Exactement. Et donc, du coup, ça a permis de susciter une envie, un besoin. Et donc, derrière, quand l'appel d'offres est sorti, c'était un appel d'offres rémunération et après entretien annuel, qui nous a permis, dans les phases d'évaluation, à solution contre solution, de ressortir premier. Vu qu'en plus, on avait la crédibilité métier derrière, après, c'était hyper simple de dérouler. Top. Et est-ce que tu as un exemple aussi de fois où finalement, tu as senti que de toute façon, ça ne matchait pas entre ce qu'attendait vraiment de plus important le client et ce que toi, tu pouvais proposer? Tu aurais pu le tenter, mais tu t'es dit, OK, de toute façon, là, je vais perdre du temps, alors que par rapport à ça, j'ai des deals prioritaires qui remplissent les critères et ceux-là, il ne faut pas que je les laisse filer. Voilà, tu as pris ton courage à deux mains, tout ne s'est pas forcément passé et tu t'es dit, OK, celui-là, je ne réponds pas. Alors, oui, ça m'est arrivé. Après, c'est une question de personnalité, mais moi, j'adore ce genre de situation. J'adore contrarier un client. En fait, il faut bien voir qu'on travaille surtout sur des appels d'offres. À partir du moment où vous avez décidé que vous allez répondre à l'appel d'offres, à ce cas-là, vous n'êtes plus maître de rien, vous vous asseyez dans la voiture à la place passager, puis c'est le client qui conduit. La soutenance, il faut la faire tel jour, il faut m'en faire une autre, donnez-moi le document, celui-là. Là, on ne peut plus rien faire. À partir du moment où on a décidé de répondre, c'est fini. Le seul moment où vous avez la possibilité de contraindre un peu un client et puis d'essayer d'avoir une info ou de le faire changer de position, c'est avant. Parce que tant que vous n'avez pas dit « je participe »,
Du coup, votre client, il est quand même bien embêté parce qu'il a quand même envie d'avoir un certain nombre de prestataires dans son appel d'offres. Donc, moi, j'aime bien ces solutions-là. Et après, moi, ça me correspond bien aussi. J'aime bien contredire. Faut le faire, voilà, de façon élégante, etc. Machin. Je ne dis pas que je le fais toujours de bonne façon. Mais c'est quelque chose avec lequel je suis particulièrement à l'aise, en tout cas. Et donc, ça aussi, c'est important. Mais à un moment donné, il ne faut pas non plus être complètement à l'opposé de la façon qu'on a de sa personnalité, tout simplement. En amenant des contradictions, mais qui permettent aussi d'aller un petit peu plus loin dans le débat, c'est là où tu proposes une expérience différenciante. Tout à fait. Moi, je trouve que les meilleurs sites de vente que j'ai faits, c'est à un moment donné, lors d'un rendez-vous, on soulève un problème que les autres n'avaient pas soulevé. Moi, il y a 10 ans, quand j'ai commencé à bosser, c'était un peu un cours, il y avait un peu une pédagogie sur l'industrie, ce qu'on fait, qu'est-ce que fait notre boîte, qu'est-ce que font nos concurrents, etc. Aujourd'hui, ces entretiens, ils n'existent plus parce que j'ai l'impression que les clients qui sont en face de nous savent déjà tout ça, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un accès à l'information qui est complètement différent. Il y a assez peu de chances, finalement, de vous apporter une information nouvelle à votre client. Ce qui est plus rigolo, c'est d'essayer de contredire les convictions qu'il s'est faites tout seul en s'auto-formant sur Internet. Parce que là, il se rend compte, ah ouais, bon, Internet, ça a ses limites quand même, c'est bien de parler avec quelqu'un. Et là, il vous identifie, du coup, il va se rappeler de vous, et j'en reviens à cette histoire de, la prochaine fois que vous allez l'appeler, il va répondre. C'est quelqu'un qui peut m'aider sur mon projet, en effet. Pour répondre à ta question, pour te donner un exemple, il y a une société de service qui avait lancé aussi un appel d'offres. Donc voilà, je savais que ça allait être un petit peu compliqué, sachant qu'on n'était pas bon sur les entretiens annuels. Par contre, on était très très bon sur la gestion de planning, sur la gestion justement des contrats des gens, des agendas, et de pouvoir allouer des ressources à des projets. Et les entreprises de service marchent qu'en mode projet. En fait, on s'est dit qu'on allait écrire un petit livre blanc de 7-8 pages qui expliquait pourquoi les sociétés de service devaient concentrer leur stratégie people, en fait, sur l'allocation des ressources au projet, plutôt que sur d'autres sujets, notamment les entretiens annuels. Donc l'idée était, encore une fois, voilà, de changer le besoin et dire non, regardez cette solution plutôt que celle que vous voulez. Et voilà, l'idée c'était de faire un peu de recherche. Donc ça a pris un petit peu de temps pour le faire. Il faut aussi trouver un peu des gens qui sont motivés dans l'entreprise. Donc on a envoyé ce document en disant on n'a pas participé parce que c'est contre nos convictions. La preuve, on a rédigé un white paper sur le sujet, un livre blanc qu'il faut faire pile l'inverse. Donc ça serait pas cohérent de notre part de vous dire ok, on va aller sur votre projet, alors que nous on a d'autres convictions. Évidemment, très ravis d'en discuter, etc. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que le DSI, le directeur des systèmes d'information de la société concernée, connaissait moi mon directeur, ça doit être mon N+4, N+5. Il l'a appelé directement en disant c'est quoi ce connard qui refuse de participer à mon appel d'offres. La hantise du commercial, justement, quand on se dit ok, j'y réponds pas. Et alors, comment tu t'es débrouillé du coup? Moi, j'étais pas dans cette conversation. Après, mon DG est venu me voir, en disant attends, j'ai machin qui m'a appelé, tu vas pas sur cet appel d'offres, pourquoi? Je dis parce qu'on va perdre. Ce qu'il a demandé, c'est on n'est pas bon. Et en plus, on n'a pas de connexion particulière avec un tel ou un tel. Il n'y a rien qui nous fait penser qu'on peut gagner. Solution contre solution, on perd. Donc voilà, mon analyse, je pense que c'est pas un bon deal sur lequel engager nos forces, faire une démo, les avant-ventes, etc. Je dis ok, je comprends. Tu as été clair dans ton analyse, tu as tenté quelque chose, ça n'a pas marché, mais si tu penses que de toute façon tu vas perdre cet appel d'offres, c'est plutôt courageux de ne pas y aller. Moi, je te soutiens, il n'y a pas de problème. Génial. Et ça s'est arrêté là. Il y a une vraie conviction et tu maîtrises le sujet en fait. C'est pas juste j'y vais pas parce que je vais perdre. C'est ok. J'ai carrément fait un livre blanc pour expliquer pourquoi. Si tu prends cette attitude, tu sais que tu vas te faire tacler, donc il faut que tu aies le contenu. C'est-à-dire, tu peux pas dire non, je vais pas dans cet appel d'offres, ouais, je pense que je vais perdre, mais je sais pas pourquoi. Il faut que ce soit objectivé et comme tu dis, faut que tu maîtrises un petit peu le métier. C'est-à-dire, faut que tu expliques que dans les sociétés de services, c'est ça qui est important et pas ça, et il faut que tu sois crédible en le faisant. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont commerciaux depuis plusieurs années dans un secteur, c'est devenu des vrais experts du sujet, quoi. Et donc, faut pas hésiter à dire non, là, tu te trompes. Moi, j'ai 10 ans d'expérience devant moi. Après, je reviens à cette histoire d'arrogance, faut équilibrer tout ça. Mais faut pas hésiter, quoi. Et après, c'est vrai, moi, je trouve que le seul bémol de cette technique, ça s'adresse plus aux gens seniors qu'aux gens juniors. Ça, c'est vrai. Parce que, au bout d'un moment, il y a une expérience et une expertise métier qui ne monte pas. Néanmoins, voilà, moi, je recommande comme méthodologie de toujours chercher à challenger le client. C'est là où les seniors doivent appuyer les juniors aussi avec ce parti pris qui est de dire ok, on perd pas du temps là où de toute façon on va perdre, mais par contre on se concentre sur ce qui a le plus de chances de gagner et au final ça fait plus de chiffre d'affaires. La preuve en est les objectifs que tu as atteints, que tu as dépassés et le taux de transformation. Donc l'excellent taux de transformation, généralement dans ces secteurs c'est plutôt 1 sur 4 d'affaires bien qualifiées qui se transforment et toi tu en es à 1 sur 2. Oui, tout à fait. Moi, je dirais qu'il y a une vraie responsabilité aussi des directions qu'on appelle les sales plays, c'est-à-dire se dire, OK, on est dans une société qui a un catalogue de produits, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'on vend dans notre pays et pourquoi, et quels sont les sales plays qu'on va mettre en place. Cette histoire d'entretien annuel et de rémunération, il faut la caractériser, il faut la structurer. À partir du moment où nous, notre solution elle est meilleure là, on va faire du bruit sur le marché
pour dire qu'il faut commencer par cet aspect-là. On va faire des livres blancs, on va faire des événements, on va porter ce message. Faut pas laisser les équipes sans aucune matière, sans aucune nourriture, en disant, bah voilà, tu as une liste de produits, à chaque fois que tu as un appel d'offres sur ce produit, tu réponds. Non. Il faut aussi avoir un propre regard critique sur sa boîte, et je trouve en jouer. Après, moi, je suis plus à l'aise là-dedans, mais je préfère toujours avoir un positionnement. Le positionnement qui est de dire, on est généraliste, on fait tout. En général, on fait rien de bien. Ouais, c'est une vraie stratégie. Effectivement, il faut que ça soit partagé par toute l'entreprise, en amont comme en aval. En plus, tu gagnes aussi en visibilité, j'imagine, en interne, puisque quelque part, tu économises du temps. Tu montres aussi que le temps des autres est précieux, parce que quand on répond, on peut faire appel aussi à plein de services dans la boîte quand on est commercial. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup senti, notamment avec les équipes avant-vente, avec qui on travaille main dans la main dans les cycles de vente. C'est-à-dire que moi, je t'ai donné une entreprise de service. Quand j'ai expliqué aux équipes avant-vente, voilà, pour l'instant, proposer qu'on n'y va pas parce que je trouve qu'on a peu de chance d'y aller. Je veux quand même qu'on tente le coup d'essayer de changer le besoin du client. Est-ce que vous êtes un peu dispo pour m'aider à rédiger un livre blanc? Sachant que voilà, ça va vous demander 1 jour de boulot contre 10 jours de boulot si on avait fait tout le cycle de vente. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a aussi défaut, mais ça, c'est pas un défaut individuel, c'est un défaut des entreprises, dans le sens où, à partir du moment où vous êtes 15 commerciaux sur un secteur dont vous savez qu'il est fait pour 7 ou 8, forcément, le comportement déviant, c'est pour le commercial de traiter toutes les affaires qui vont arriver, quitte à surutiliser les ressources dans la boîte. Donc ça, c'est aussi un problème. Donc, montrer aux équipes que, voilà, j'ai décidé de pas y aller et c'est ma commission que je vais pas toucher et je veux pas vous faire bosser avec 90% de chances de perdre. Par contre, aidez-moi à faire un truc quali pour tenter le coup. Et en plus, il y a moyen de se marrer quand même si ça marche. Ça, c'est un super moyen aussi d'engager les équipes. Écoute, merci beaucoup Alexandre, parce que c'est pas toujours facile de réussir à prioriser ses affaires et pourtant c'est vraiment crucial pour faire son chiffre. Donc un grand merci pour ces méthodes. De rien, puis ravi d'avoir participé. Merci, à bientôt Alexandre. Au revoir. À bientôt.